La philosophie m'a apporté de pouvoir être riche sans avoir un seul sou. En fait, pour Diogène, la vraie richesse, c'est une sorte de disposition de l'âme. Ça n'a rien de matériel. Tous les biens matériels, la recherche du confort, vient troubler, vous ne vous rendez pas compte, vous pensez que c'est bénéfique, mais en fait, ça vient troubler la tranquillité de votre âme. Alors, je ne sais pas si, comme le disait Mika, Diogène était perdu dans sa vie, mais en tout cas, il trouvait que les gens, eux, l'étaient complètement. Et en tout cas, merci à tous d'être là. C'est pas souvent qu'on passe une heure avec Diogène, qui est peut-être le philosophe le plus punk et le plus fou de l'Antiquité, voire de l'histoire de la philosophie. Je ne sais pas si vous êtes, si quelqu'un ne connaît pas du tout Diogène dans la salle, ou si vous êtes déjà un peu familier du personnage. Non, vous ne connaissez pas? Un petit peu? De nom? Ah, intéressant. Mais, en tout cas, moi, je suis heureux de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un vieil ami à moi, Diogène. Je me disais ce matin, un peu en finissant la préparation de cette présentation, mais pourquoi je l'ai tant aimé, finalement. Et je me disais qu'il y a des personnes comme ça qui apparaissent à des moments de nos vies, personnes physiques ou pas forcément physiques, et qui en fait vont venir toucher quelque chose en nous et à un moment précis, faire résonner quelque chose et du coup nous accompagner, faire un bout de chemin avec nous. Et pour moi, ça a été le cas avec Diogène. C'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est marrant de voir parce que c'est un philosophe extrêmement impactant, on va le voir, très atypique, très spectaculaire dans sa manière de faire et de voir le monde. Et moi, c'était à une époque où j'étais un adolescent très timide, très conformiste. J'étais un bon élève à l'école et j'étais bien sage. Je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Je travaillais bien. Et je sais pas, je trouvais que le monde déconnait. Mais j'arrivais pas à me l'expliquer. Et je me disais, mais c'est pas possible, je fais tout bien, je fais tout ce qu'on me dit, mes parents me disent de bien travailler à l'école, que tout va bien se passer, je le fais, je m'intéresse à plein de choses. J'ai pas eu de crise d'adolescence, j'étais le mec un peu responsable avant l'heure, et pourtant je me sentais pas véritablement heureux, pas véritablement intégré dans cette société, et je trouvais qu'il y avait un truc qui clochait, sans pour autant arriver à mettre le doigt sur cette chose. Et à 17 ans, au lycée, je découvre un peu la philosophie et je m'intéresse à des philosophes classiques qu'on découvre dans cette période académique au lycée. Et je me mets à m'intéresser aux philosophes de l'Antiquité et je tombe sur ce fameux Diogène de Sinope qu'on ne connaît pas si bien que ça finalement. Et là, j'ai comme une sorte de choc en me disant... Diogène est venu faire comme soupape en me disant, mais en fait, on peut être en décalage complet avec la société et en même temps être parfaitement aligné avec soi-même. Et alors, on connaît Diogène, pour ceux qui ne le connaissent pas, par, on va dire, ses actions un peu spectaculaires. C'est quelqu'un qui vivait dans la rue, en général, quand on parle de Diogène, on dit, ah, c'est celui qui vivait dans un tonneau. Alors, ce n'était pas un tonneau, parce que les tonneaux n'existaient pas à l'époque, mais il vivait effectivement dans une grande jarre. C'était un philosophe SDF, par choix. C'était quelqu'un qui se disait complètement libre. Quand on lui disait, mais toi, tu es citoyen de quelle cité, de quel pays, de quelle nation? Il disait, d'aucune. Moi, je suis citoyen du monde. C'est lui un peu qui a lancé cette expression qu'on reprend maintenant de citoyen du monde. Et surtout, on le connaît par cette anecdote assez remarquable où il est à la fin de sa vie à Corinthe et il y a une rencontre qu'il fait avec Alexandre le Grand, qui est à l'époque le grand empereur qu'on connaît. Alexandre, il a 30 ans, il est au sommet de sa gloire et il possède à peu près tous
tout le tour de la Méditerranée. Et il arrive à Corinthe, il est célébré de tout le monde. Il y a un mec qui s'en fout à peu près comme de l'an 40, c'est Diogène qui est en train de bronzer dans un coin là-bas au coin de la rue. Et Alexandre a déjà entendu parler de Diogène. Diogène a une vraie réputation à l'époque. Et il rêve de le rencontrer. Et donc il s'adresse aux citoyens de Corinthe et il leur dit mais il est où le fameux Diogène là? Ah bah Diogène, il est en train de bronzer là-bas un peu plus loin. Et alors il y a Alexandre qui part avec toute sa garde de généraux rencontrer Diogène. Il faut se dire que là, Diogène, il est à la fin de sa vie. C'est un mec qui n'a plus rien. Il est dépouillé de tout, par choix. Et là, il est en train de bronzer, et il y a Alexandre qui arrive en face de lui avec sa garde, et qui lui dit « Salut Diogène, je suis Alexandre, dis-moi ce que tu veux, et je te l'offrirai. » Et là, Diogène lui aurait répondu « Ôte-toi de mon soleil. » En gros, dégage, tu me fais de l'ombre. Et quand j'ai vu cette anecdote, j'ai trouvé ça absolument remarquable. Je me suis dit, qui est ce mec qui se retrouve à l'époque? Alexandre, c'est César, c'est Napoléon. Enfin, le mec est l'homme le plus puissant du monde, quoi. Et Diogène, qui n'a rien, la seule chose qu'il lui trouve à dire, c'est « ôte-toi de mon soleil ». Et Alexandre aurait été tellement marqué par cette rencontre qu'il aurait dit ensuite à ses généraux, « Si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. » Alors moi, quand je découvre ces anecdotes un peu spectaculaires, je suis assez marqué. Et je trouve qu'on ne donne pas à Diogène l'importance qu'il a. On ne mesure pas le mec que c'est, quoi. Et je me disais un peu, en me marrant, en préparant tout ça, mais c'est la manière qu'on a un peu de regarder les marginaux, les gens qui se sont mis en marge de la société. On les regarde toujours un peu du coin de l'œil, même si les gars sont intéressants, ils nous font rire un peu. À chaque fois, on dit « Ah oui, Diogène, c'est celui qui dormait dans son tonneau, là, ouais, intéressant. » On en sourit un peu de manière condescendante. Et blague à part, mais il me faisait penser à Jean Lassalle, sur le regard qu'on a sur lui, Jean Lassalle en politique. En fait, c'est un mec qui nous fait rire. On dit « Ah oui, Jean Lassalle, il est drôle, lui, on l'aime bien. Il a une super cote de sympathie. » Mais on ne le prend pas au sérieux. C'est des ovnis comme ça qui sont là. Et je trouve qu'on les laisse un peu de côté. Enfin, pour Jean Lassalle, fait ce qu'on veut, mais en tout cas pour Diogène. Et je me suis dit, ce mec a vraiment des choses à nous apprendre. Et la façon dont il a eu de se rebeller, de se mettre à l'écart de la société pour essayer de mieux la comprendre et pour essayer de mieux se comprendre soi, m'a beaucoup touché à l'époque. Et tout ça pour dire que je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous faire connaître ce philosophe. Vraiment, je pèse mes mots quand je dis hors norme. C'est-à-dire qu'il a laissé une vraie marque dans l'histoire de la philosophie. Il était très critiqué parce qu'on va le voir, c'était quelqu'un de très véhément, mais c'était aussi quelqu'un de très respecté parce qu'on va le voir, comme pour l'ensemble des philosophes cyniques, Diogène était quelqu'un qui allait au bout des choses. C'était quelqu'un qui disait ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait, et qui faisait tout ce qu'il disait. Et ça, il avait un côté incorruptible qui était vraiment marquant. Alors, on a pas mal d'éléments sur la vie de Diogène, mais on a aussi quelques petites zones d'ombre, notamment ses dates de naissance et de mort. On n'est pas sûr à 100%, mais on a acté que Diogène était né en 413 avant Jésus-Christ, donc à Sinope, une ville du bord de la Méditerranée, aujourd'hui en Asie mineure. Et il est mort à Corinthe, à peu près en moins 323 avant Jésus-Christ. Il aurait vécu donc à peu près entre 80 et 80 ans. Et 90 ans, pardon. Alors, je vous raconte un peu le début de sa vie parce que c'est assez intéressant. On ne sait rien de sa mère. On sait par contre que son père, qui s'appelle Icésios, lui, est banquier. Donc c'est quelqu'un qui est sur l'agora chargé de changer les devises locales en monnaie étrangère. Et à l'époque, c'est un très gros poste. Donc les banquiers sont des gens très riches, très aisés, avec un gros patrimoine. Tout ça pour dire que Diogène naît dans un milieu assez favorisé.
il reçoit une des meilleures éducations. Et ça, c'est un trait aussi qui est assez propre à beaucoup de cyniques, on va le voir plus tard, qui sont des gens délettrés, ou en tout cas des gens très éduqués, beaucoup plus subtils que ce qui n'y paraissent. Et Diogène a aussi reçu une éducation sportive, athlétique, et également il a été initié à l'art équestre. Et ça, c'est aussi important parce qu'à l'époque, ça marque quelqu'un qui vit vraiment dans un milieu très favorisé. Alors malgré tout, Diogène, c'est quelqu'un qui se pose des questions très vite. Adolescent, il se pose des questions sur son destin, puis il a quand même un bon petit ego et il aimerait bien devenir célèbre. Alors, comme il en a les moyens, il va faire le voyage que pas mal de gens ont fait, il va se rendre à Delphes pour aller voir l'oracle, la fameuse oracle, la Pythie, l'oracle qui avait notamment annoncé à Socrate qu'il était le plus sage de tous les hommes. Et Diogène y va avec sa petite question, il arrive près de l'oracle et sa question c'est en gros, c'est quel est mon destin, qu'est-ce que je dois faire pour devenir célèbre? Et l'oracle va lui répondre très synthétique, ton destin est de tout politikon nomisma. Alors ça, en grec, ça veut dire ton destin est de détourner la nomisma. Alors, la nomisma, c'est un mot grec qui a un double sens. D'une part, ça veut dire la monnaie, et c'est ce qui donnera plus tard et aujourd'hui le mot numismatique, qui est un peu l'art de bien connaître tout ce qui tourne autour de la monnaie. Et le mot nomisma, il a un deuxième sens en grec, qui est la coutume. Sauf que Diogène, lui, il vient d'un milieu financier, il est censé reprendre l'activité de son père, qui est banquier. Donc du coup, il prend la phrase de la Pythie dans son premier sens. Donc il dit, ok, mon destin, c'est de détourner de la monnaie. Donc il rentre à Sinope, il va voir papa, et il lui dit, bon papa, il faut qu'on falsifie de la monnaie, si on veut devenir célèbre. Alors il commence à se mettre dans cette activité-là avec son père, sauf que, bien sûr, ça ne dure pas longtemps. Diogène et son père se font rattraper par la patrouille, et le père de Diogène est mis en prison. Quant à lui, il est poussé à l'exil. Donc, voici Diogène qui s'en va, qui quitte Sinope et qui repart en direction d'Athènes, où il arrive un peu tout seul, comme un étranger, il perd sa citoyenneté. Et voilà, il se débrouille un peu dans les rues d'Athènes, il fait des rencontres, il rencontre des gens. Alors à l'époque, Athènes, ça grouille de philosophes. Il y a beaucoup à l'époque, Socrate est mort depuis à peu près une quinzaine d'années, mais il y a énormément de disciples de Socrate qui enseignent dans la rue, qui ont des philosophies très très différentes. On a des mecs comme Platon, comme Aristippe et comme Antisthène, qui en fait n'ont pas du tout la même philosophie, mais qui ont tous été marqués par Socrate, qui a lui aussi un côté chamanique qui a beaucoup impacté la société de son époque. Et du coup, Diogène se balade de rue en rue, et un jour, il croise le chemin d'Antisthène, qui est un disciple de Socrate. Et là, il va être profondément bouleversé par les paroles d'Antisthène. Alors, Antisthène, donc, c'est un disciple de Socrate qui a d'abord été du côté des sophistes. Il a été élève disciple de Gorgias. Gorgias, c'est un sophiste à l'époque, dont Platon parlera ensuite dans l'un de ses livres. Et un jour, il rencontre Socrate et il est happé par le mec. Il va faire 8 bornes à chaque fois pour aller écouter les enseignements de Socrate, 8 bornes à pied. Et en fait, ce qui le marque chez Socrate, c'est sa frugalité, une sorte d'ascétisme moral. La manière dont Socrate arrive à se détacher de l'opinion des autres. Et sa force de caractère, le fait de jamais rien lâcher jusqu'au bout. Et du coup, ça, c'est ce qui va devenir la marque de l'école cynique, parce qu'Antisthène va être celui qui va créer quelque part l'école cynique, même s'il ne va pas le vouloir. C'est quelqu'un qui va enseigner. Il enseigne des choses près d'un gymnase qui s'appelle le cynosarge, qui veut dire chien blanc en grec. C'est pour ça qu'on a donné après le nom de cynique
à tout le mouvement qui a suivi. Mais donc il enseigne. Son idée, c'est que la philosophie ne sert qu'à une seule chose, c'est de cultiver l'éthique. Pour lui, la vertu est quelque chose qui s'apprend et qui se pratique et qui suffit au bonheur du sage. Il n'y a pas besoin de plus. Antisthène, c'est quelqu'un qui propose l'autosuffisance et la vie en autarcie. Pour lui, on ne doit dépendre de rien ni personne. Et du coup, c'est un discours qui fait vachement écho à l'oreille de Diogène, puisque lui, il arrive à Athènes, il est un peu paumé. Et d'ailleurs, on lui a promis, il a rencontré des gens qui lui ont promis, oui, maintenant, on va te prêter un logement. Et en fait, il ne voit rien arriver. Et un jour, il rencontre cette fameuse, il est face à cette fameuse jarre, et puis il doit trouver un endroit pour dormir. Et du coup, il se met là, et il y restera toute sa vie. Et du coup, Diogène est fasciné par Antisthène. Il trouve, alors il se moque un peu d'Antisthène, parce que Diogène se moque un peu de tout le monde, mais il trouve ses propos extrêmement intéressants. Alors il le suit partout, il lui colle au basque en permanence pour suivre ses enseignements, sauf qu'Antisthène, lui, il ne veut pas de disciple. Alors il commence à être un peu énervé d'avoir ce Diogène qui le suit partout et qui commence vraiment à lui aussi parler, à lui aussi enseigner. Et un jour, il n'en peut tellement plus de le voir le suivre partout que Antisthène a un bâton près de lui. Il s'en va pour frapper Diogène pour lui dire « Allez, maintenant tu me lâches ». Et en fait, Diogène se met devant lui, il tend la tête et il lui dit « Vas-y, frappe, tu trouveras jamais un bâton aussi dur pour me faire partir ». Et là, Antisthène se rend compte qu'il a en face de lui un phénomène, un mec qui a fait plus que capter son message, qui est en train vraiment de l'incarner. Et Diogène va devenir, à partir de ce moment-là, celui qui va vraiment incarner la philosophie cynique dans toute sa splendeur. Alors, la philosophie cynique, c'est quoi dans ces grandes lignes? Les cyniques, déjà, sont des marginaux, sont des gens qui se mettent très vite en marge de la société. C'est des philosophes de l'action jusqu'au boutiste. Ce sont des gens qui sont droits et qui vont jusqu'au bout des choses, quelles qu'elles soient. Et d'ailleurs, c'est la question qu'ils nous posent. Ils nous disent, et vous, jusqu'où vous êtes prêts à aller pour gagner votre liberté? Et ils nous disent, si vous n'êtes pas prêts à aller jusqu'au bout de ce qui doit être fait, c'est qu'au fond, vous ne la méritez pas, cette liberté. J'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui disent ce qu'ils font. Pour eux, l'homme ne doit être ni esclave de ses désirs, ni de ses besoins. Et leur radicalité vient du fait que, selon eux, en fait, tout ce que promeut la société, il faut en faire l'inverse. Il faut en prendre le contre-pied. Alors qu'est-ce que la société promeut déjà à l'époque et encore maintenant? La première chose, c'est l'argent et le confort. Les cyniques disent, tout ça, ça corrompt l'homme, ça nous corrompt, ça nous divertit, c'est un piège. L'argent et la richesse nous emprisonnent, parce que quand on a de l'argent, en fait, on en veut toujours plus. C'est comme le confort. Dès qu'on a un peu de confort, on en veut toujours plus. Diogène dit, l'amour de l'argent, c'est la mère patrie de tous les vices. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare d'à peu près tout. Il jette tous ses vêtements, il ne garde qu'un manteau, qui lui servira de manteau la journée et l'hiver pour se protéger du froid, et de couverture la nuit. Il garde une écuelle et il garde un bâton. Et un jour, il est dans la rue et il voit une jeune fille qui est en train de boire de l'eau dans ses mains. Et là, il regarde son écuelle, et là, il la jette. Et il dit, cette gamine est en train de me donner une leçon de vie, mais mon écuelle était encore superflue. On est vraiment dans un détachement et un dépouillement total. On dit que Diogène a eu une révélation le jour où il a vu une petite souris. Il se balade dans la rue et il voit une petite souris qui mange des restes par terre que quelqu'un avait jetés.
Et en fait, il voit la souris qui se satisfait de ça, qui mange son petit truc tranquille et qui se barre. Et en fait, Diogène a un moment d'émerveillement et il se dit, mais en fait, on a besoin de si peu pour être heureux et pour prendre du plaisir. Un jour, il y a... La vie de Diogène, c'est beaucoup d'anecdotes. Il y a Aristippe, qui est un disciple de Socrate, qui a créé l'école des Cyrénaïques, et qui vient le voir dans la rue parce que Diogène se met à enseigner, se met à parler, se met à expliquer ce qu'est le dépouillement. Et Aristippe lui dit mais toi, Diogène, parce que pour Diogène, il faut être philosophe. Et il dit et toi, Diogène, qu'est-ce que t'as apporté, la philosophie, finalement? Et Diogène lui répond la philosophie m'a apporté de pouvoir être riche sans avoir un seul sou. En fait, pour Diogène, la vraie richesse, c'est une sorte de disposition de l'âme. Ça n'a rien de matériel. Et je repensais à ça, mais en me disant, tiens, en faisant une petite analogie aujourd'hui, c'est vrai que je me disais qu'en France, on est quand même un pays, qu'on le veuille ou non, qui a ses problèmes, mais on vit de manière, somme toute, assez confortable par rapport aux autres pays. Et on est un peu dans l'idéologie du bien-être, hein, le mieux vivre, le bien-être, le confort. Et on est quand même un pays qui est un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs, par exemple. Et on est quand même un pays vraiment un peu tristounet, un peu, voilà, un peu plombé parfois. On n'est pas joyeux. Moi, je suis allé en Inde, j'ai bossé un peu dans un orphelinat, les gosses n'avaient rien, ils sont toujours joyeux, les gars. Ils ont toujours le sourire, ils se contentent d'un rien. Et c'est vrai que nous, on a de quoi faire, on a tout à disposition, et en fait, on n'est pas si heureux que ça. Et du coup, je m'étais dit, tiens, peut-être que là, il y a chez Diogène quelque chose d'aller chercher qui dit, bien sûr que ça vous rend malheureux. En fait, Diogène dit, tous les biens matériels, la recherche du confort, vient troubler, vous ne vous rendez pas compte, vous pensez que c'est bénéfique, mais en fait, ça vient troubler la tranquillité de votre âme. Les cyniques, et ça, c'est ce qui fait aussi leur grosse particularité, c'est qu'ils n'acceptent absolument aucune autorité. Ils ne reconnaissent aucune autorité, qu'elle soit politique, morale ou religieuse. En gros, c'est les inventeurs, mais les vrais inventeurs du ni Dieu ni maître. On ne se soumet à personne, ni à la loi, ni à quoi que ce soit. Il n'y a pas d'universel chez les cyniques. Il y a vraiment, le chemin est individuel pour eux. Ils contestent absolument toutes les hiérarchies en vigueur. Et pour eux, toutes les organisations et toutes les formes de hiérarchie mènent à une recherche de la gloire, une recherche du pouvoir ou d'un meilleur statut social. Et Diogène dit, mais tout ça sont des pièges, tout ça est factice, tout ça c'est de la supercherie. C'est assez fort, hein. Les cyniques sont des gens qui remettaient en question l'idéal et les valeurs de la famille. C'était des gens qui restaient célibataires pour la plupart. Ils ne se mariaient pas. Il y avait le côté chercher un exemple pour illustrer le truc, c'était l'idée que, oui, en fait, la famille nous détourne de ce vers quoi on doit aller, parce que, j'en sais rien, par exemple, papa et maman, ils veulent que je sois avocat ou que je sois médecin. Donc, la famille, tout comme le reste de la société, nous conduit à un certain conformisme que l'on croit bon pour nous, mais qui est en fait un confort qui va finir par nous piéger. Et je crois qu'il y a un seul cynique qui s'appelle Cratès, qui s'est marié avec une femme qui était aussi partie des cyniques, mais c'était là encore une manière de subvertir un peu les normes de l'époque pour se moquer. Et les cyniques sont des gens très moqueurs. Ils remettent tout en question, mais par la moquerie. Et Diogène respectait énormément les gens qui quittaient leur boulot du jour au lendemain. Comme ça, alors qu'il n'y avait pas de raison apparente. Il disait ça, c'est la liberté. Lui, il n'est pas retenu prisonnier quelque part. S'il veut partir du jour au lendemain, il s'en va. Et voilà, c'est hyper radical, les cyniques. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière. Moi, c'est ça que j'aime chez toi. J'ai beaucoup de tendresse pour Diogène parce que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit ni tout ce qu'il a fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'incarné chez lui, il y a quelque chose d'incorruptible et d'assumé.
Et ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de demi-mesure chez les cyniques. Et la dernière chose, enfin une des dernières choses à laquelle il nous invite, c'est à faire tomber nos masques. La civilisation, l'école, le vivre ensemble, la communauté, en fait, pour eux, nous oblige à mettre un masque. Et pour Diogène, il faut arrêter et arracher ce masque des apparences qu'on met en permanence et qu'on trimballe à la vue de tous, en fait. Il dit, mais ces masques que vous mettez vous empêchent de devenir des hommes meilleurs. Le confort dont parlent les cyniques et dont parle Diogène, ce n'est pas qu'un confort matériel, c'est aussi un confort intellectuel et idéologique dans lequel on peut se complaire et se noyer également. Et un jour, il y a un jeune homme qui suit Diogène, parce que Diogène était très suivi. Alors, il était très contesté, mais il fascinait quand même les gens. Alors, les gens allaient vers lui. Et un jour, il y a un jeune qui est attiré par son discours, qui le suit depuis quelque temps, et puis qui aimerait bien devenir son disciple. Alors, il dit, Diogène, est-ce que je peux devenir ton disciple, machin? Diogène, il dit, pas de souci et tout. Alors, il va chercher un hareng, un poisson, le hareng. Il l'attache au bout d'un fil, et il lui donne, et il lui dit, bah, vas-y, suis-moi. Et tu tires le hareng en laisse avec moi, et on va se balader dans la rue comme ça. Et en fait, le jeune homme est estomaqué, il est honteux, il lâche le hareng et il se barre en courant. Et Diogène, c'était ça, c'était une manière de lui dire, si tu veux me suivre, mon petit, va vraiment falloir faire tomber le masque et surtout te détacher du regard des autres et du jugement des autres. C'est un art du détachement complet. Et Diogène, puisqu'il est très drôle, un jour recroise ce jeune homme dans les rues d'Athènes et il lui dit « Ah, quel dommage, un hareng a mis fin à notre amitié. » Alors, vraiment, on est dans l'idée de prendre le contre-pied de tout, mais vraiment de tout. Et Diogène dit arrêtez-vous un peu sur vos vies, regardez-vous véritablement dans la glace et regardez cette pièce que vous êtes en train de vous jouer. Il appelle à mettre fin à toutes nos bassesses, tous nos petits compromis, tous les petits mensonges. Diogène, c'est l'horreur du mensonge. Le mensonge de manière générale et du mensonge qu'on se fait à soi-même. Et il dit, on est en permanence en train de se faire un petit... Là encore par confort, c'est toujours la même chose. C'est très simple la philosophie cynique, c'est on sort du confort. On se regarde véritablement. Et il dit, regardez toutes nos petites bassesses au quotidien, ces petits compromis qu'on fait avec nous-mêmes pour faire passer la pilule, pour une situation, pour une autre. Il fait tout ça, sont des chaînes qui vous retiennent. Il faut vraiment s'en débarrasser si vous voulez accéder au bonheur véritable. Il est très très marrant, alors il y a des gens qui se rendent au théâtre un soir, et lui, il rentre dans le théâtre, mais par la sortie, et il rentre en marche arrière. Alors tout le monde se moque de lui, et il fait, mais vous n'avez pas compris? Ce que je suis en train de faire, c'est ce que je fais toute ma vie. Je marche à contre-courant. C'est vraiment... c'est assez symbolique de la philosophie cynique, c'est être à contre-courant de toute la société. Et d'ailleurs, un jour, pareil, pour se moquer, il tournait en marche arrière à reculons autour d'un portique. Et pareil, les gens viennent et se moquent de lui. Et il dit, mais vous passez votre vie à faire l'inverse de ce que vous devriez faire. Et ça ne vous gêne pas pour autant. C'était ça, Diogène. C'était sa manière de philosopher, ça. C'était une philosophie par l'exemple. Et alors, ce qu'il repère, Diogène, il regarde le spectacle du monde et il est affligé par ce qu'il voit. Il dit, mais c'est pas possible. Il y a un désalignement complet des gens entre leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. C'est, par exemple, il est très très sévère, hein, Diogène, il va aborder les gens. On appelle les cyniques les chiens, parce que c'était des gens qui mordaient. Mordaient au sens, ils allaient chercher les gens, ils les alpaguaient, ils leur rentraient dans le lard. C'était, un jour, il croise un homme en surpoids qui est en train de se goinfrer, et il va et il l'engueule, quoi. Et il lui dit, mais arrête de te goinfrer, quoi. Va faire du sport, va faire de l'activité physique, quoi. Et il était comme ça, c'était à la dure, quoi. Il se moquait des gens qui
qui se préoccupaient de leurs rêves en disant, qui se plaignaient en disant oh, j'ai rêvé de ça et tout, ça m'angoisse, j'ai fait un cauchemar et tout. Il dit mais vous fantasmez sur les images que vous avez eues dans vos rêves, mais vous n'êtes même pas conscient de ce que vous faites à l'état de veille. Et pareil, il se moquait des gens qui allaient faire des sacrifices aux dieux pour avoir la santé, et puis qui après allaient festoyer pour fêter une fête religieuse, quoi. Il dit mais c'est pas possible, les gens manquent complètement de bon sens, quoi. Ils sont complètement à côté de la plaque. Alors c'est ça, l'idéal physique, c'est d'essayer, et le message que nous envoie Diogène, c'est essayons, enfin lui il n'aurait pas dit essayons, il aurait dit remettons un peu de bon sens dans nos vies. Et c'est très simple de faire ça. Il dit, il y a une question à se poser quand on est confronté à un choix ou à quelque chose. Ce que je vais faire, ce que je fais là, ou ce que j'achète, est-ce que c'est utile pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? Très simple à se poser. Et Diogène dit, si on répond de manière sincère et authentique à cette question, alors on va se décharger d'énormément de choses inutiles. Et il est quand même affligé par le spectacle qu'il voit. Il trouve que les gens sont à côté de la plaque. Alors il se balade dans les rues d'Athènes avec une lanterne comme ça. Puis les gens ils lui disent mais qu'est-ce que tu fais et tout. Et il dit je cherche l'homme. En gros il dit je cherche un homme, un vrai, un homme conscient, un homme abouti, pas un mouton ou pas un automate qui vit de manière mécanique. Et alors, se dépouiller de tout ça, c'est un énorme boulot, c'est une chose, mais pourquoi en fait? C'est quoi l'idée derrière Conles et cyniques et c'est quoi l'idée de Diogène? L'idée, c'est un changement de posture. Un changement de posture complet. Et l'idée, c'est de se relier à la seule chose qui est authentique et qui ne ment pas, c'est-à-dire la nature. L'idéal cynique, c'est peut-être l'idéal le plus radical et le plus direct pour un retour de l'homme à l'état de nature. C'est ça le retour à l'essentiel. L'idée, c'est de réduire ses désirs et ses besoins au plus strict minimum, à l'essentiel, pour pouvoir changer sa posture face à la vie et donc se réouvrir sur la nature qui est autour de nous. Alors à la nature physique, c'est-à-dire qu'il dit que pour Diogène, la culture, la société a coupé l'homme de son rapport à la nature. Et Diogène, il invite à aller regarder des levées de soleil, à aller se promener dans la nature, à retrouver, à se réaligner avec le cycle des saisons. Il y a vraiment une dimension de la nature autour de nous. Et en fait, c'est aussi un retour à une certaine forme de simplicité et de naturel que l'on doit avoir. Naturel dans le sens de plus de spontanéité. L'idée d'enlever son masque, c'est pourquoi on enlève les masques, c'est pour retrouver cette forme de spontanéité qui, nous dit Diogène, nous a été enlevée par tout ce simulacre qu'on joue ensemble en société pour paraître devant les autres, pour essayer d'être le mec bien, pour faire tout bien devant le patron pour qu'on ait notre récompense, tout ça. Du coup, non, essayez de retrouver une forme de candeur et de simplicité et de naturel. Diogène, il est très observateur, il parle beaucoup, mais il observe les gens, c'est sa force. Et il va assister aux entraînements des athlètes aux Jeux ismiques, qui sont des compétitions sportives et tout. Et en fait, il voit les gens qui sont en compétition pour qui va courir le plus vite, et il est effaré, quoi. Et il dit, mais c'est quoi votre projet, quoi? Et il dit, pourquoi vous passez votre temps à vouloir essayer de courir le plus vite, d'aller courir plus vite que quelqu'un d'autre, que votre voisin, alors qu'il y a des animaux qui courent bien plus vite que nous? C'est quoi l'intérêt? Et Diogène leur dit, votre véritable adversaire, c'est la peur, c'est la colère, c'est la tristesse et c'est le désir. Et c'est contre eux qu'il faut s'entraîner tous les jours de manière rigoureuse. C'est eux qu'il faut vaincre.
Un jour, il y a un jeune qui vient le voir et lui dit « Oui, mais moi, je ne suis pas très doué pour la philosophie. » Et Diogène lui répond « Mais alors pourquoi tu vis si tu n'es plus intéressé par le savoir-vivre? Pourquoi tu vis ?» Il dit « C'est ça l'important. » Il dit « L'essentiel, c'est ça, c'est devenir un homme meilleur. » Et en fait, les gens sont complètement à côté de leur pompe. Un jour, Diogène, il enseigne à un petit groupe de personnes et il voit que les gens ne sont pas du tout intéressés par ce qu'il dit. Ils sont là, les gens, ils se barrent, ils rigolent. Et Diogène, il se met à faire l'oiseau. Alors, il se met à gazouiller, à tourner en rond, à faire l'oiseau. Alors, ça fait rire tout le monde. Alors, il rameute tout le monde. Tous les gens qui sont partis reviennent en rigolant. Et là, d'un coup, il s'arrête et il les insulte. Et il leur dit, mais quand je vous parle de choses sérieuses, vous partez. Et puis, quand je fais le pitre, là, vous rappliquez tous. Et je me disais que c'était aussi assez symptomatique de tous les divertissements que la société nous propose et qui vont capter notre attention et quelque part nous détourner de certaines choses essentielles, qui est celui d'essayer au jour le jour de devenir peut-être un être meilleur, un être plus conscient, quoi. Un jour, il voit un sot, il a le sens de la formule, il voit un sot qui essaye d'accorder un instrument de musique là, sur du bois, et il lui dit « Honte à toi qui essaye d'ajuster, qui sait ajuster ton instrument, tes sons au bois, mais qui n'est pas capable d'harmoniser ton âme à la vie. » Diogène, il dit « Arrêtez avec le futile, arrêtez de vous plaindre, arrêtez avec vos simagrées. Regardez-vous vraiment, identifiez les choses qui sont vraiment importantes pour vous dans la vie, pour votre évolution, pour votre mieux vivre, et vous devez y consacrer toute votre vie, votre temps. » Alors pour arriver à faire ça, parce que c'est quand même une démarche d'une vie et une démarche assez compliquée, les cyniques, on propose plein de choses, mais je vous en ai gardé quand même 3. Déjà, une ascèse physique. Diogène nous dit, vous devez vous discipliner physiquement. Ça veut dire un travail sur soi permanent qui passe par le corps. Les cyniques et Diogène, c'est vraiment ceux qui ont ramené la philosophie dans le corps. Il dit la pratique est ardue, mais la voie cynique, c'est une voie d'exigence et d'intransigeance. Diogène, il invoquait souvent Hercule. C'était vraiment le symbole de la force. Et surtout, il était fasciné par les Spartiates. Il adorait les Spartiates, qui avaient un mode de vie assez rude, à la dure, mais qui restait sobre et efficace. Je pensais à ça parce que je me disais, mais est-ce que Diogène, il aimerait qu'on aille à la salle de sport aujourd'hui? Non, c'était pas ça le truc. La gonflette, voilà. Là encore, c'est pour la gloriole, c'est pour se sculpter un corps. Si c'est pour se faire remarquer, si c'est pour les apparences, poubelle. L'idée de Diogène, c'est qu'il fallait s'endurcir. C'était s'endurcir. Diogène, c'était un mec qui marchait à pieds nus l'hiver, qui allait se rouler dans la neige pour endurcir son corps. L'été, il bougeait beaucoup, hein, Diogène. C'était quelqu'un qui marchait énormément, il traversait de ville en ville. Souvent, je crois que il passait l'hiver à Athènes et l'été à Corinthe. Et donc l'hiver, il marchait dans la neige pour s'endurcir. Et l'été, il allait se frotter à des statues qui étaient bouillantes pour pouvoir, là encore, habituer son corps à supporter le chaud. Il mangeait de tout, Diogène, il mangeait tout ce qu'il trouvait. Il mangeait même de la viande crue, enfin, des choses qu'on ne mangerait pas actuellement. Et il disait, il faut habituer son corps à tout supporter. Et pour ça, il faut affronter... En fait, la nature nous suffit, elle nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre bien. Et pour nous renforcer, en fait, il faut goûter à tout, quoi. Il faut être prêt à tout. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, à Athènes, on avait d'autres écoles de philosophie qui émergeaient, dont l'école d'Épicure. Et là-bas, le son de cloche était assez différent. Épicure enseignait à ses disciples, il faut faire attention à ce qu'on mange. Alors, il enseignait aussi un peu plus la sobriété, mais pour Épicure, tout était une question d'équilibre. On trempait un peu de ça, on trempait un peu de ça. Pour Diogène, non, on mangeait. Alors en plus, Diogène était quelqu'un qui faisait la manche. C'était quelqu'un qui mendiait. Donc l'idée, c'était... je crois qu'un jour, il y avait quelqu'un qui venait lui demander des conseils en diététique.
Et Diogène, il avait dit, en lui disant, mais c'est quoi le meilleur moment pour manger? Et Diogène avait dit, quand on est riche, on mange quand on veut, quand on est pauvre, on mange quand on peut. C'était ça, Diogène. Diogène, c'était un mec qui se mettait devant une statue, et il faisait la manche comme ça à la statue, devant la statue, pour apprendre à essuyer les refus. C'était voilà, encore une manière de se détacher du regard de l'autre. Il disait, mais vous ne vous rendez pas compte, mais c'est le confort qui vous rend malade. Et il en a été la preuve, c'est-à-dire que c'est un mec qui a vécu sans être malade jusqu'à la fin de sa vie, dans la rue. C'est-à-dire que, bon, nous, moi je suis un peu malade, on a un coup de froid, on rentre mettre la doudoune, on rentre près du feu, au coin du feu. Diogène il disait, mais non, vous sortez dehors, allez affronter le froid, il faut vous y habituer, il faut vous renforcer. C'était vraiment, c'était à la dure, mais il y avait quand même une forme de sagesse derrière ça. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il reste en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie. Il arrive, il a entre 80 et 90 ans, et il y a des gens qui viennent et ils le voient toujours aussi actif, toujours aussi pimpant, et ils lui disent, mais Diogène, essaye de mettre la pédale douce quand même, tu te fais vieux là. Et Diogène, il leur répond, mais vous avez déjà vu un sprinter s'arrêter à quelques mètres de la ligne d'arrivée? Il dit, mais non, c'est là où il faut accélérer, au contraire. Donc voilà, discipline physique, mais discipline physique qui ne vaut rien si elle n'est pas accompagnée d'une discipline morale, psychique. Diogène met vraiment le complément avec les deux. Je vous l'ai dit, il mendiait, il faut endurcir. C'est vraiment l'idée de esprit sain dans un corps sain. C'est autant on est clean physiquement, fort physiquement, mais on est aussi fort dans la tête. On endure. Diogène, c'est quelqu'un qui se faisait insulter beaucoup, qui se faisait cracher dessus par certains. Il ne fuyait pas les situations. C'était quelqu'un qui... La vie était philosophie. La vie lui amenait philosophie. Et donc, du coup, tout était propice à la philosophie. Donc, quand on lui crachait dessus, c'était comment je réagis à ça, comment je reste digne. Il y a vraiment cette dimension-là. Chez Diogène, il n'a pas eu une vie... il fallait s'endurcir à tous les moyens, parce que les hommes sont cruels. Parce que la société les rend cruels, les rend immatures. Alors, c'était quelqu'un qui avait des pratiques un peu... Les cyniques sont des gens qui mangeaient dans la rue aux yeux de tous, mais sont des gens aussi qui faisaient l'amour dans la rue. C'était des gens qui se baladaient nus. Et Diogène, c'est quelqu'un qui allait au bordel. Un jour, il y a des gens qui le voient aller au bordel et puis qui lui font des remarques, genre, mais ouais, tu te dis philosophe, mais t'es super sale, c'est sale d'aller au bordel, ça se fait pas, et tout. Et Diogène leur répond, le soleil rentre bien dans les latrines et il ne se salit pas pour autant. Il reste lui-même et ne perd pas de sa superbe. Il y a toujours cette idée que, en toutes circonstances, on peut garder son intégrité, peu importe ce qu'on fait. C'est à ça aussi que sert l'ascèse physique, quoi. Et quand on lui demandait comment est-ce qu'on pouvait devenir maître de soi, Diogène répondait en se reprochant fortement à soi-même ce que l'on reproche aux autres. Alors il y a encore plein d'autres choses que nous proposent les cyniques. C'est vraiment un art de vivre très particulier, très spectaculaire, très rude, et en même temps il est fascinant, et moi c'est ce qui me fascinait le plus chez les cyniques, et surtout chez Diogène, c'est qu'il est immensément drôle. Et ça aussi c'est important, et ça aussi ça fait partie de l'art de se détacher des choses. Les petites histoires, les petites anecdotes qu'on raconte, ça fait sourire, mais il faut se dire que le mec était comme ça tout le temps, quoi. C'est-à-dire que c'était un sens de rêve. Je me suis dit, en fait, Diogène, c'est le mec qui a inventé l'art de la punchline, quoi. À l'époque, pour lui, la philosophie, c'était un combat de boxe, quoi. On se rentrait dans l'art, et un jour, on lui demande, mais alors, est-ce que c'est mieux de vivre en ville ou plutôt de vivre à la campagne? Et il dit, oh, pour un philosophe, c'est quand même mieux de vivre en ville parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'imbéciles à rééduquer. Et voilà, c'était des phrases courtes, impactantes, et ça faisait partie de sa philosophie.
c'était un peu plus, on va dire, c'était un degré un peu plus rude et un peu plus élevé que l'ironie socratique. Et Diogène était fan de personne. Il avait même dit que Socrate était un peu un vieillard paumé. Mais ce qu'il aimait chez Socrate, c'était aussi la dimension ironique par laquelle il arrivait à faire accoucher les âmes. Et Diogène, en quelque sorte, fait un peu la même chose, sauf que lui, il place le niveau un peu plus, et il y va de manière un peu plus ardos, quoi. On va dire que c'est de la punchline, c'est de l'humour noir, c'est de l'humour qui peut être blessant, mais quand même, derrière, il y a toujours cette idée d'enseigner, ou d'impacter. Diogène trouvait que les gens dormaient. Les gens dorment, ils ont tête baissée, ils ont le nez dans le guidon et tout. Et en fait, moi, je me suis dit, c'était un moyen de les réveiller. Ils pouvaient être durs. Je me disais, c'est comme... je pensais à des fois, je pensais à différents patrons et managers que j'ai eus dans ma carrière. Et en fait, on est certainement tous tombés... j'avais un manager à l'époque, dans un boulot, qui était vraiment détesté de tous. C'était un vieux monsieur, un peu renfrogné, qui n'était pas très sympa, pas très agréable... Et en fait, c'est le mec qui mettait en face, qui rentrait dans l'art, qui disait là, le boulot a mal été fait. Alors tout le monde le détestait parce qu'il disait ces quatre vérités à tout le monde. Mais au moins, le mec était franc du collier et ce qu'il disait, c'était juste. Et en fait, je me disais qu'on se souvient parfois plus des mecs comme ça. Et ils sont peut-être plus respectueux de nous qu'on ne le pense parce qu'au moins, ils ont l'honnêteté de dire les choses telles qu'elles sont. Et Diogène, c'est quelqu'un qui dit aux gens vraiment qu'il les met en face d'eux-mêmes, quoi. Il parle au premier clampin qu'il voit, comme au premier empereur qu'il voit. Il est pareil, quoi. Il ne change pas son discours. Il est honnête, il est franc. Et du coup, tout ça dans un but déjà de vérité et d'alignement avec soi, ça c'est clair. Et aussi, je me disais, quelque part, Diogène, alors ça c'est une interprétation, mais je me disais, quelque part, il a un côté sacrificiel. C'est-à-dire qu'il va... Il dit tant pis, moi de toute façon on ne m'aimera pas, qu'on m'aime ou pas, je m'en fous, enfin, il s'en fout en fait. Mais c'est le côté de mais toi je te dis ça et je te dis pas ça pour t'humilier. Je dis ça parce que je pense que si tu veux vite réorienter ta vie, il faut que tu agisses, quoi. Donc il y va un peu franco. Il est très très marrant, il est en décalage permanent un coup. Il voit une scène, il y a un archer qui s'entraîne à tirer à l'arc et le mec est vraiment mauvais. Il tire complètement à côté et tout. Et Diogène, il va se mettre juste devant la cible et il dit c'est quand même là l'endroit où on se sent le plus en sécurité, quoi. Et en fait, je me faisais une réflexion, je me disais finalement, l'humour, c'est la seule chose dont Diogène ne va jamais se détacher. Tout au long de sa vie, il va garder cette sorte d'humour. Et dans toutes circonstances. Il a eu une vie rocambolesque, hein. Il a une vie absolument exceptionnelle, je ne peux pas parler de tout, mais à un moment, il se fait enlever par des pirates. Il se fait enlever par des pirates et il est emprisonné en tant qu'esclave pour être vendu et tout. Et il se retrouve donc dans une prison et il y a plein d'autres esclaves. Et en fait, le seul truc qu'il trouve à dire, c'est il alpague tous les autres prisonniers et il crie « Qui veut un maître ? Qui veut un maître ?» C'était quelqu'un qui, en toutes circonstances, était drôle, était détaché, gardait son ironie. Et d'ailleurs, il y a un de ses geôliers qui vient me chercher et puis il lui dit « Toi, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie ?» en gros. Et Diogène lui répond « Moi, je sais gouverner les hommes. » C'était quelqu'un qui ne se démontait jamais, toujours fidèle à lui-même. Il n'y avait aucune circonstance. Je me disais, rien n'avait de prise sur lui. Et ça, c'est une force. Et ça, c'est un signe de liberté aussi. Et l'humour permet ça. L'humour permet ça. Et c'est aussi c'est aussi ça qui, quelque part, a fait qu'il fascinait les gens. Je pense qu'il y avait un côté incorruptible et le côté bon vivant et drôle. Oui, c'est ça que j'ai pas dit. Parce que tout ce que je vous ai dit sur le dépouillement matériel, enfin, tous les sacrifices qu'il faut faire pour retrouver... Tout ça n'est pas une contrainte, il faut savoir, pour Diogène. C'est pas un truc chiant à faire. C'est pour nous, ça nous paraît, non, quand même pas. Non, moi, je reste dans mon appart, je suis bien. Netflix, tranquille, on est pas mal. Non. Pour Diogène, tout ça, se dépouiller de tout, c'est un pur plaisir. Diogène est un mec heureux. Diogène est un mec heureux tout le long de sa vie. C'est un mec qui a le smile tout le temps. Alors, des fois,
il se met en colère contre des trucs là, il est dans l'émotion, il y va, mais c'est quelqu'un qui aime la vie. Hein. C'est pas du tout, c'est pas la vision de l'ascète qu'on a, l'ascète contraint, machin. Non, non, non. Diogène, c'est un bon vivant qui se régale dans sa vie et qui rigole tout le temps. Qui rigole tout le temps. Et je pense que c'est aussi ce qui le fait survivre et ce qui le sauve dans cette société qui déplore et qui juge complètement déclinante, quoi. C'est qu'il se départit jamais de son sens de l'humour. Et en fait, ça le rend vraiment sympathique. Il a un côté très sympathique. C'est quelqu'un que tout le monde connaît Diogène. Partout où il passe, on connaît, ah ben c'est Diogène, ouais. Et même si des fois, il y a des clashs et c'est ardos, tout le monde connaît Diogène. Il y a une sorte de code de sympathie énorme et qui fait que, justement, quand il se retrouve dans ses geôles en tant que prisonnier, en fait, il y a un mec qui s'appelle Xéniade et qui, en fait, se prend d'amitié pour lui. Il le trouve génial parce qu'il le voit faire le pitre, il le voit rigoler de sa situation. Il se dit, mais ce mec n'a rien à faire là, qu'est-ce qu'il fait là? Il est très brillant, très intelligent, il voit des choses que d'autres ne voient pas. Et du coup, il le libère. Et donc, il l'achète en gros, et il le libère. Et en fait, ce naît une amitié avec Diogène. Et ça, c'est assez rare parce que les cyniques ont un rapport assez particulier à l'amitié. Diogène se moque de tout le monde. Il se moque même d'Antisthène, son maître. Il l'appelle la trompette. Il dit, t'es une trompette. Il dit déjà, tu dis des choses intéressantes, mais tu ne fais pas tout ce que tu dis, d'une part. En plus, tu es une trompette, tu parles fort, tu n'entends pas parler, et nous, tu entends bien, t'inquiète pas. Enfin, voilà, il se moque vraiment de tout le monde. Et donc, du coup, la notion d'amitié chez Diogène, c'est quand même des vies très particulières, c'est des trajectoires quand même très individuelles. Et donc, Xéniade et Diogène deviennent amis, et Xéniade laisse Diogène s'occuper de l'éducation de ses enfants. Et Diogène va les éduquer de manière très frugale, très spartiate, avec un ordinaire, voilà, on boit de l'eau, on mange juste ce qu'il faut. Il y avait une idée chez Diogène, c'est on ne mange pas quand on n'a pas faim. C'est on ne mange que quand on a faim. Sinon, c'est un luxe, ça devient un luxe de manger quand on... Non. C'est on réduit nos besoins au minimum et on satisfait les besoins minimum, pas plus. Et du coup, c'est quelque chose qui s'appliquait à lui, et c'est ce qui lui donne une énorme légitimité. C'est pas Diogène, c'est pas le mec qui parle et qui fait autre chose dans sa vie. Non, on est vraiment sur un mec qui incarne tellement ce qu'il fait que du coup, quand il transmet, il est impactant, il est reçu, par exemple, et il est légitime. Parce qu'il dit, regardez, moi ce que je fais, moi je suis en bonne santé, moi je me discipline sur tous les plans. Et du coup, on m'écoute. Alors, dans une dernière partie, je voulais un peu mettre le focus sur le clash de l'Antiquité qui a eu lieu entre Platon et Diogène. Alors, Platon et Diogène se détestaient cordialement. Diogène n'aimait pas grand monde. Mais Diogène, alors il était invité chez Platon de temps en temps, puis il arrive sur son paillasson à l'entrée, puis il s'essuie les pieds, puis il dit « Je foule de mes pieds l'orgueil de Platon ». Il appelait Platon l'assommoir. Il disait « Il fait que de parler, il est insupportable, il est chiant en plus ». Et Platon, je pense qu'il respectait Diogène, qui en avait un peu marre de se faire insulter, alors il lui rendait bien, il lui disait, mais toi, t'es un beauf, t'es pas assez... Il disait pas beauf, hein, je sais pas si on disait ça à l'époque, mais en gros, il disait, t'es pas assez subtil pour comprendre ma philosophie. Enfin bon, bref, ils se sont envoyés des fions pendant des années. Alors Platon, c'est aussi un disciple de Socrate. Donc c'est très marrant de voir les disciples de Socrate qui ont pris des trajectoires et des philosophies très très différentes. Et déjà, il y a déjà eu une sorte il y avait déjà des antagonismes entre Antisthène et Platon. Et Diogène, lui, va aller encore plus loin, quoi. Et il disait de Platon, « À quoi peut bien servir un philosophe qui a philosophé si longtemps et qui n'a jamais gêné personne ?» Et c'est marrant, il disait, en fait, ouais, Platon, c'est un philosophe de salon, quoi. Alors, pour revenir un peu sur Platon et pour observer un peu les différences, parce que ce qui est marrant, c'est que Diogène s'est autant construit dans une filiation par rapport à Antisthène que dans une opposition à Platon. Leurs deux philosophies sont quand même radicalement opposées, tant sur la forme que sur le fond.
Alors, concernant Platon, aujourd'hui, c'est quand même assez reconnu qu'il avait une double philosophie. Il avait un double enseignement, Platon. Il avait un enseignement exotérique qu'il enseignait à un public un peu plus large, là aussi, soit dans la rue, soit chez lui, quand il recevait ses fameux banquets et tout. Et il avait aussi un enseignement ésotérique, beaucoup plus intérieur. Et pour lui, pour Platon, on ne devenait pas philosophe comme ça. C'était un long parcours. Pour ce qu'il appelait devenir philosophe instructeur, il y avait tout un chemin qui passait par le discipulat, recevoir des enseignements, les intégrer. Il y a tout un cheminement philosophique et des étapes de formation qui faisaient qu'on passait des étapes et on devenait vraiment philosophe enseignant. On essayait de... L'idée, c'était d'avoir le niveau du maître et ensuite de dépasser le maître. Diogène, c'est l'inverse. Il dit tout ça, c'est bullshit. Il dit la philosophie, c'est maintenant. C'est dans la rue, c'est maintenant, c'est tous les jours. C'est pas on se réunit quelque part pour philosopher, pour débattre sur des idées. C'est la philosophie, c'est mouiller le maillot. Et en fait, ce qu'il reproche à Platon beaucoup, c'est son intellectualisme. Il y va fort, hein, il lui dit Platon, il corrompt la jeunesse. En fait, il la corrompt avec des idées abstraites, avec un intellectualisme, alors que c'est pas ça la philosophie pour lui. La philosophie, c'est ici et maintenant. Et c'est pour tout le monde. C'est pas réservé à certains initiés. D'ailleurs, Diogène, il disait la pauvreté, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres. Il dit qu'il faut y être confronté, il faut l'expérimenter pour vraiment contraindre l'esprit à saisir ce que c'est vraiment, ce que sont vraiment les choses et l'essence des choses. Ça, c'est sur le côté forme. Et sur le côté fond, si je devais un peu résumer la pensée de Platon en une phrase, selon lui, l'homme doit apprendre à mourir de son vivant. Et en opposition, Diogène, lui, il dit non, l'homme, il doit juste apprendre à vivre déjà. On est vraiment sur des tensions complètement différentes. L'idée de Platon, c'est, quand il dit mourir de son vivant, c'est mourir à soi-même, c'est mourir aux illusions de ce monde pour sortir de la caverne. Platon, globalement, schématiquement, on voit le monde se découpe en deux grandes parties. Il y a le monde sensible, le monde de la matière dans lequel on vit, auquel on est confronté, qui est aussi un monde qui nous divertit et qui nous distrait de ce vers quoi on doit aller. Ce vers quoi on doit aller, c'est le monde des idées, auquel il va falloir un jour qu'on accède, qui est un monde abstrait. Et qui est cet accès, la sortie de la caverne et l'accès au monde des idées, au monde intelligible. Pour Platon, c'est le destin universel de l'homme. On doit tous faire ce chemin. Donc pour lui, il y a un monde de la matière et un monde au-delà de la matière. Pour Diogène, rien de tout ça. Il n'y a qu'un seul monde. Diogène n'est pas un matérialiste dans le sens d'accumuler des richesses et d'accumuler des choses, mais par contre, Diogène est un matérialiste dans le sens où pour lui, le monde n'est fait que de matière. Il n'y a pas d'arrière-monde ou d'au-delà ou de vie après la mort. On sait aujourd'hui que Platon croyait, et pas que lui, il y en a beaucoup d'autres, en une forme de réincarnation. Pour Diogène, il n'y a pas d'arrière-monde et il n'y a pas d'au-delà. C'est la vie commence à un point A, elle se termine à un point B. Et entre les deux points, on se doit de devenir ce qu'on est, ce qu'on doit être, des vrais hommes. Donc voilà, en mettant en opposition un peu ces deux philosophies, on a vraiment deux manières de voir les choses et qui sont contraires et qui sont aussi riches parce que ça permet pas seulement de faire un choix, mais moi j'avoue que j'ai plutôt un regard platonicien des choses et du monde, mais on peut aller piocher des choses, ça ne nous empêche pas, c'est pas contradictoire avec une partie de la philosophie de Diogène qui, comme je le disais un peu au début, nous invite à réinvestir nos corps et nos vies de manière beaucoup plus incarnée. Les cyniques s'inspiraient beaucoup des animaux aussi. Parce que justement, ils leur trouvaient cette forme de spontanéité qu'on a perdue
dans notre rapport au monde. Et chez Platon, l'animalité était plutôt mal vue. Les cyniques qui font rien comme les autres et qui inversent tout, eux, voyaient plutôt d'un bon œil cette animalité qu'on a en nous. Ils disaient qu'elle nous ramènerait vers le côté plus naturel et instinctif des choses dont on s'est coupé par le culturel, quoi, finalement. Alors, en guise de conclusion, je voulais revenir quand même sur cette scène un peu incroyable qui s'est passée entre Diogène et Alexandre le Grand à la fin de la vie de Diogène, qui est quand même, je trouve, assez symbolique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Diogène n'a rien. Diogène est allongé là, il n'a plus rien, il n'y a plus que lui et sa conscience, quoi. Vous savez, il est dépouillé de tout et il est face au mec le plus puissant du monde qui finalement va se soumettre à Diogène quelque part. Va quelque part reconnaître sa supériorité de Diogène puisqu'il va lui proposer, c'est lui qui va vouloir le rencontrer, c'est lui qui va lui proposer ce qu'il veut et qui en plus va se voir essuyer un refus, quoi. D'ailleurs, je crois que la suite de la conversation, quand tu dis « ôte-toi de mon soleil », et Alexandre lui dit « mais attends, n'as-tu pas peur de moi ?» Et Diogène, lui, il lui dit « mais es-tu un homme de bien ou un homme de mal ?» Puis Alexandre lui dit « non, je suis un homme de bien ». Puis il lui dit « mais quel humain aurait peur du bien ?» Et je me disais que c'était un vrai symbole de... D'un côté, on a le maître du monde, et d'un autre côté, on a un mec qui est juste maître de lui-même. Et en fait, on voit lequel est supérieur à l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que, vraiment, à l'époque, Alexandre possède tout ce qu'il y a sur la Terre. Il a tout ce qu'il veut. Et en fait, par son refus, Diogène, il lui dit, mais en fait, t'as beau avoir tout ce que tu veux, t'as rien, tu ne possèdes rien qui, moi, peut me rendre heureux. Et surtout, moi, je possède un truc que toi, tu n'as pas, c'est le soleil. Il lui dit, tu peux peut-être tout m'offrir, mais tu peux rien offrir qui me rend heureux. Et surtout, tu ne peux pas m'offrir mon soleil. Et c'est ça le paradoxe qui est marrant, c'est que d'un côté, Alexandre a tout. Et en fait, il lui manque quelque chose, à savoir, par exemple, l'approbation de Diogène. Et en fait, Diogène, lui, il possède rien. Et quelque part, il a tout. Donc, j'aime bien cette image de Alexandre et à ce moment-là, l'empereur du monde, quoi. Mais Diogène, il est empereur de lui-même. Et ça l'élève plus haut qu'Alexandre. Et je me disais, en fait, quand on s'élève au-dessus d'un empereur, qu'est-ce qu'on est ? On est divin quelque part, on a quelque chose de divin. Et la première chose que j'ai fait là pour cette petite présentation de Diogène, c'est aller savoir ce que voulait dire Diogène, en la traduction de la signification de Diogène. Et Diogène, ça signifie « de la famille de Dieu » en grec. J'ai trouvé ça marrant. Et pour la légende, là encore, c'est la légende, c'est Plutarque qui nous dit ça. Diogène et Alexandre seraient morts exactement le même jour, en moins 323 avant Jésus-Christ. On a des zones de flou, hein, notamment sur la mort de Diogène. Là, c'est Diogène Laërce. Alors, Diogène Laërce, c'est pas le même Diogène, c'est un historien, un biographe du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui a beaucoup écrit justement sur les grandes figures de l'Antiquité. Et lui nous dit que Diogène se serait donné la mort. Il se serait donné la mort vers 90 ans, en s'étouffant tout seul. Et on l'aurait découvert au petit matin, à 90 ans, près d'un gymnase. Et que ça aurait été son dernier acte de liberté totale, poussé jusqu'au maximum, ça aurait été celui de se donner la mort. Bon, on n'est pas sûr là-dessus, mais en tout cas, ça se termine de cette manière. Et pour dire à quel point Diogène a quand même marqué son temps, il y a une statue qui a été faite de lui à Sinope, où on le voit avec sa lanterne quand il cherche l'homme. Et il y a énormément de chansons et de poèmes qui ont été créés en son honneur, quoi.
Donc c'était quelqu'un de très marquant. Je vous lis un petit poème de quelques lignes pour conclure. C'est un poème qui a été, une petite inscription qui a été mise donc au bas de sa statue à Sinope. Le temps ronge les reins, mais ta gloire, ô Diogène, vivra dans tous les siècles, car seul tu as appris aux mortels à se suffire à eux-mêmes, tu leur as montré la route la plus facile du bonheur. Merci.